Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur la merveilleuse chaîne Franck 24 TV. Ce soir, nous allons parler de comment est-ce qu'il faut créer une école en Afrique et précisément au Bénin. Vous savez, en tant qu'Africain ou bien si tu es hors du pays et tu veux investir en Afrique, laisse-moi te conseiller 5 secteurs clés où tu pourras t'installer facilement et avoir un retour d'investissement. Alors, si tu es en train de penser à quoi faire sur le continent africain, je te conseille de penser à l'éducation. Vous savez, l'éducation en Afrique, c'est encore une terre vierge. Nous manquons des formations spécialisées, des formations techniques encore en Afrique. Donc, l'éducation est un domaine où tu pourras facilement réussir et avoir un retour d'investissement. Deuxième chose, la bouffe, la restauration. Après ça, il y a le monde des hydrocarbures, l'essence, les lubrifiants, autres là. Quatrième chose, il y a le monde des immobiliers, BTP, autres là. Cinquième chose, c'est bel et bien la santé. Alors, si tu veux te lancer en Afrique et que tu as choisi, mais tu veux être dans le domaine de l'éducation, laisse-moi te dire ce soir comment est-ce qu'il faut formaliser une entreprise éducative. Alors, sans transition, nous allons répondre à 10 questions. La première question, c'est quoi? C'est qui peut être promoteur d'école? Oui, qui peut être promoteur d'école? Alors, sachez que n'importe qui peut être promoteur d'école. Tu peux être un maçon, un mécanicien, seulement qu'il faut être citoyen du pays dans lequel tu veux créer l'école. Même l'étranger peut créer une école au Bénin ou bien dans d'autres pays. Donc, quelqu'un qui a la volonté, qui souhaite créer une école, peut créer une école. Mais attention, s'il est illettré, il doit nommer un directeur. Et le directeur doit avoir l'autorisation de diriger et doit aussi avoir un bac plus 5. Maintenant, s'il est promoteur et là encore, il est lettré, c'est-à-dire qu'il a un bac plus 5, alors il peut être directeur fondateur. Donc, le poste de directeur fondateur, c'est celui ou celle qui crée son école et qui en même temps dirige l'école. Ça veut dire que le monsieur là est un lettré et il a un minimum bac plus 5. Mais si tu es un illettré et tu veux créer une école, tu peux être seulement un promoteur et tu nommes un directeur qui va assurer la direction de ton école. Alors voilà, donc n'importe qui peut être promoteur. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Il n'y a pas que les personnes physiques, lettrées ou non lettrées. Il y a aussi les ONG. Je peux avoir mon ONG. Nous pouvons nous mettre en ONG, en association, et aussi prendre par là pour créer notre école. Je pense à l'ONG Bethesda, qui a son école aussi. Voyez-vous, nous pouvons être aussi une société, une salle, une SA, et créer notre école au nom de notre société. Donc, une personne physique peut créer une école, une association, une personne morale peut créer une école, ou bien même une association à but non lucratif peut créer une école. Donc, qui pourra créer l'école? Voilà la réponse à votre question. Donc, n'importe qui peut créer une école, seulement qu'il faut qu'il définisse vraiment son champ d'action. Sans plus tarder, nous allons aller sur la deuxième question qui est quoi? Quel statut juridique pour mon école? Oui, tu as vu que tu as de l'argent, tu as des terres et tu as envie d'être dans l'éducation. Et tu veux être seul. Alors, bon, tu es lettré. Donc, tu es lettré, c'est que tu peux être directeur fondateur. Illettré, c'est que tu peux être promoteur simple. Et organiser ton argent, prendre des gens qui vont t'aider. Maintenant, quel statut juridique choisir pour son école? Je vous assure que jusqu'à un passé récent, des gens créent leur école, ils ont l'autorisation seulement, mais n'allaient pas véritablement se déclarer s'ils sont société, ONG ou quoi. Vous savez que quand vous voulez créer une école, vous avez le choix de choisir le type d'ONG. Ça peut être une association de gens, ça peut être une association qui veut créer l'école sous forme de projet. Voyez-vous, ça, votre école aura comme ça juridique une ONG. Ça peut être une société, c'est-à-dire c'est une société bien connue qui crée son école, dont la société est représentée par son président ou bien représentée par le président de l'association. Ça peut être aussi une personne physique, comme je l'ai dit, dont vous avez le choix entre le type ONG, entre établissement, entre société, c'est-à-dire salle ou bien une association. Donc voilà les différents statuts qu'on peut opter pour une école. Mais attention, quand vous voulez être en association, vous devez avoir un statut.
Et c'est ce statut qui va travailler une fois l'école autorisée. Donc, on peut être en association, créer une école, c'est-à-dire on avait déjà notre association en temps, et je suis le président, donc on retiendra que le président de l'association là, elle a d'office encore le président de l'école qui est créée. Voilà un peu ça. Donc, quel type de statut juridique pour l'école? Je peux choisir le type d'ONG d'une société. Et quand je dis société, ça peut être ETS, SAL ou SA. Voyez-vous. Donc, ça dit que j'ai le choix à ce niveau. Mais toujours est-il que je dois bien comprendre les choses avant de m'engager. Parce qu'il y en a qui créent, mais après, seulement ne savent pas vraiment à quel sein vouer. Et après, ils naviguent à vue. Non, les choses ont changé maintenant. Vous voulez bien lire le Code général des impôts voté le mercredi passé. Les choses ont changé. Donc, je vous conseille de bien réfléchir parce que j'ai dit tout à l'heure que tout le monde peut créer une école, mais attention, tu dois réfléchir sur le statut juridique que tu veux adopter. Est-ce une personne morale? Est-ce une association? Est-ce une ONG? La troisième question que je tiens à poser, c'est comment obtenir l'autorisation de mon école? Là, c'est une grande question. Et ça, je vous demande vraiment de me suivre. Alors, peut-être que tu as choisi investir dans l'éducation en Afrique. Peut-être que tu as vu que, attention, mon association, nous pouvons être utiles pour accompagner l'Afrique sur le plan éducatif. C'est bien pensé. Mais quelles sont les démarches à mener? La première des choses à faire, c'est quoi? Quand tu veux créer une école en Afrique, d'abord, c'est d'abord de demander l'autorisation au ministère du cadre de vie, c'est-à-dire l'autorisation d'une construction. Tu achètes un domaine, ça, tu achètes la parcelle et tu demandes l'autorisation pour avoir le permis de construire. C'est le ministère du cadre de vie, si c'est au Bénin, ou bien tu vas avoir l'autorisation qu'on appelle d'habitat de construction. Et une fois l'autorisation de construction lancée maintenant, tu passes à la deuxième étape. Tu demandes maintenant, tu écris au ministère de l'enseignement maternel et primaire, si c'est une école maternelle et primaire, tu écris au ministère de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, si c'est au niveau de ce secteur que tu veux créer ton école, ou bien tu écris au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, si c'est au niveau du supérieur. Et là, tu écris une demande de création. Suivez-moi très bien. La première des choses, d'accord, c'est une demande d'abord d'autorisation de construction adressée au ministère du cadre de vie. Parce que pour construire, même si c'est une chambre à louer, même si c'est une chambre salon, tu dois avoir l'autorisation de construire. Donc après ça, maintenant, tu écris maintenant, quand tu as l'autorisation du ministère du cadre de vie pour faire ton projet d'école, tu écris maintenant une autorisation de demande de création au ministère concerné. Et ceux-ci ont à charge maintenant de passer, voir la parcelle, voir est-ce que la construction respecte les normes des salles scolaires, est-ce que la construction respecte les normes, les dimensions d'une salle, la dimension des tableaux hautes là. Voilà les démarches qu'il faut. Donc, ils vont voir ça et donnent leur OK. Ils vont venir en délégation, voir la parcelle, voir le projet de construction et te donnent l'OK. C'est après l'OK maintenant là que tu vas maintenant envoyer maintenant, troisième étape, envoyer maintenant une demande de prise de connaissance des programmes en vigueur. Donc, tu demandes une attestation de prise de connaissance des programmes en vigueur. Tu l'envoies. Si c'est un projet pour l'enseignement secondaire technique, tu rédiges un courrier que tu envoies à la DET. La DET, c'est au niveau de Sikakodji. Et tu déposes un courrier pour une demande d'attestation de prise de connaissance du programme. Et tu vas déposer, ajouter à ta lettre là, la situation géographique de lieu où tu veux installer l'école, les plans RDM, les plans de masse et tous les plans qui vont avec. Et l'autorité va lire et te donner maintenant l'attestation de prise prise en compte, de prise de connaissance du programme en vigueur. Et après ça, maintenant, là, tu vas constituer le dossier des enseignants, tu vas lancer pour les enseignants et prendre des enseignants et aussi de leur demander leur autorisation d'enseigner. Et c'est après ce dossier que tu envoies maintenant une demande d'ouverture. Voyez-vous. Donc, j'ai parlé premièrement d'accord d'une demande d'autorisation pour construction adressée au ministère du cadre de vie. Après, une demande de création pour que les autorités viennent voir le domaine, la parcelle, est-ce que ça respecte les normes. Et après ça, tu vas avoir maintenant une demande de prise de connaissance du programme en vigueur. Et après ça, maintenant, tu vas essayer de faire une demande d'ouverture. Et dans les demandes d'ouverture, sûrement tu vas voir sur l'écran, les pièces qui s'affichent derrière l'écran, tu vas voir une lettre adressée au ministre, sinon au ministère concerné. Nous avons 3 ordres au Bénin. Nous avons le ministère d'enseignement maternel primaire. Si c'est un projet de maternelle primaire, c'est à eux qu'il faut adresser la demande d'ouverture. Si c'est au niveau du ministère d'enseignement secondaire, technique, formation professionnelle, c'est à eux. Si c'est au ministère d'enseignement supérieur, scientifique, tu pourras bien adresser la lettre à l'autorité. Et dans la lettre, tu précises le nombre de salles à créer
les dimensions des salles et l'objet même. Pourquoi vous voulez créer l'école? Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Et en plus de ça, tu ajoutes les plans de masse, les plans RDM, les plans de côté, tous ces plans tu ajoutes. Tu vas même ajouter à ça aussi le plan de financement. Quel est votre source de financement? Sur quoi vous comptez pour créer l'école? Après ça, tu vas ajouter à ça le CV, voyez-vous, du promoteur qui veut créer. Et aussi, si tu as nommé un directeur, mais c'est toi-même le directeur, tu vas maintenant mettre sur ça la lettre de nomination du directeur. Et si possible, ou bien son attestation d'autorisation de diriger. Donc, s'il est autorisé à diriger, il joint à ça son CV aussi, le directeur que tu as nommé, son CV, ses cahiers judiciaires du directeur, des enseignants, des membres du corps administratif. Si tu as nommé, il y a un censeur déjà qui est nommé, un suivant qui est nommé, une secrétaire qui est nommée, un comptable qui est nommé. Tu vas joindre toutes ces pièces-là au dossier pour pouvoir, après, tu transmets ça à l'autorité pour avoir l'autorisation d'ouverture. L'autorisation d'ouverture s'obtient comment? Ce n'est pas au bon vouloir du ministre, non. C'est un conseil consultatif départemental qui se tient. Et après, on étudie le dossier. Les gens vont se déplacer pour venir voir les lieux. Antin était déjà venu une fois pour voir, pour valider la parcelle. On va voir si vraiment le projet de création est déjà visible. Est-ce que les dimensions ont été respectées? Ils vont voir les lieux. Maintenant, ils vont se concerter et, si possible, te donner l'autorisation pour créer peut-être un CPEG, c'est-à-dire collège privé d'enseignement général, soit un collège privé d'enseignement technique ou bien un centre pour d'information et d'apprentissage ou carrément une école primaire maternelle ou si possible encore un centre ou institut universitaire. Donc voilà les démarches à mener. Donc l'autorisation d'ouverture est indispensable. Cette phase est indispensable. Dans cette phase, tu vas adresser une lettre à l'autorité en présent les salles, les filières créées, tout ça là, en ajoutant maintenant en pièce jointe les plans de situation, plan de base, plan RDM, tous les plans, le plan de financement même. Voyez-vous, le cahier judiciaire de tout le personnel enseignant comme administratif. Après ça aussi, même le contrat même des gens qui sont recrutés par ton école. Tu voudras bien aussi avoir l'engagement de chaque enseignant à dispenser de cours dans l'école si l'école était créée. Voilà les démarches à mener pour créer officiellement son école au Bénin. Alors après l'autorisation d'ouverture, si c'était accordé, et alors tu pourras commencer par recruter officiellement les apprenants et commencer par les former, mais en respectant le programme en vigueur tel que tu as déposé pour avoir l'altération de prise de connaissance des programmes. Alors, après ces étapes-là maintenant, on passe à l'étape de quoi maintenant? L'étape de contrôle. Alors, vous savez, c'est vrai, beaucoup de gens, dans le feu de l'action, prennent des engagements qu'ils oublient. Même dans les pièces à fournir pour l'autorisation d'ouverture, il est demandé l'engagement formel du directeur fondateur à transmettre chaque fin d'année des fiches statistiques, à transmettre les documents officiels à l'autorité tant que l'autorité vient. Vous êtes aussi disposé aussi à recevoir les autorités à tout moment pour les inspections, pour voir si tout ce qui est prévu est bien fait. Voilà un peu les démarches à mener pour pouvoir créer, pour obtenir l'autorisation au Bénin. Mais attention, il faut que vos enseignants, le corps enseignant, aient l'autorisation d'enseigner. Et il faudrait aussi que le directeur, ça s'appelle le directeur fondateur, si c'est lui, tant mieux, il doit avoir son autorisation de diriger. Si c'est un directeur qui est nommé, il doit avoir son autorisation de diriger. Le directeur des études doit avoir son autorisation de diriger. Et comme ça, chacun est à jour vis-à-vis de l'État. Je crois que ce qui est passé dans le passé est passé. Si tu veux créer ton école, je te conseille de te lancer sur ce chemin. Ne fais pas comme les autres qui ont fait et après ont des problèmes, après sont en cours maintenant pour s'organiser. Donc voilà les démarches officielles à mener pour pouvoir obtenir une autorisation de connaissance. Mais quand tu crées maintenant, tu as l'ouverture. Si c'est l'enseignement général, tu verras que tu auras seulement la sixième sorte d'abord, la classe de sixième. C'est plus comme avant où tu as d'un coup sixième, cinquième, quatrième, troisième, d'un coup non. Les choses ont changé. L'État te donnera seulement la sixième seule. Et chaque année, tu feras l'extension. Pour créer par filière, c'est 100 000 francs. Tu crées la sixième, c'est 100 000 francs. Et maintenant, tu peux faire l'extension. L'année qui suit en même temps, pendant l'année, tu déposes un dossier d'extension pour montrer que tu as créé de nouvelles salles et tu ramènes à la classe de cinquième. C'est à 20 000 francs l'extension. Tu fais encore l'extension l'année qui suit, quatrième, l'année qui suit, troisième. Et c'est comme ça que, de façon en crescendo, tu vas aller jusqu'à avoir le premier cycle d'enseignement général qui est quoi? De la sixième en troisième. Si c'est au niveau de l'enseignement technique, tu vas d'abord créer des filières si tu veux. Il y a deux niveaux là. Il y a le niveau 1 et il y a le niveau 2. Le niveau 1, c'est les classes préparatoires, la première année, la deuxième année, la troisième année. Et en troisième année, les gens passeront le CAP. Voyez-vous. Maintenant, si c'est le niveau 2, l'entrée directement est conditionnée au BPC. Donc après le BPC, le gars s'inscrit en niveau 2, il peut faire la seconde F.
F1, F2, F3, F4. Il peut faire la HR, la G2, la G3, la G1. Il peut faire encore quoi encore DPP, beaucoup de filières techniques. Donc, il y a le niveau 1, le niveau 2. Tout ce que j'ai cité maintenant là est encore disponible au niveau 1 comme au niveau 2. Et dans ce cas, par filière, c'est 100 000 francs. Tu crées par filière, c'est 100 000 francs. Pour l'enseignement professionnel aussi, là, il n'y a pas forcément un examen à passer, à part le CQM, le CQP ou l'AQP que les écoles même délivrent. Dans ce cas, par filière, tu dois payer 100 000 francs par filière pour avoir l'autorisation de la filière dans laquelle tu veux essayer d'ouvrir. Il faut comprendre aussi par là que si déjà tu as la chance, tu veux créer, peut-être tu veux lancer ton école en faisant l'enseignement général, tu ne peux pas créer des programmes. Tu respectes le programme en vigueur dans le pays. Si c'est l'enseignement technique aussi, il y a déjà un programme en vigueur dans le pays. Par exemple, là, tu as demandé l'intégration de tous les connaissances du programme. En prenant cette intégration, sûrement tu as déjà copié sur CD le programme en vigueur ou carrément on t'a envoyé vers le site d'études master pour que tu puisses avoir tous ces programmes-là en ligne désormais au Bénin. Alors, si c'est que tu veux créer un centre professionnel, là encore, il y a un peu de laisser aller. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir une filière que peut-être qui n'est pas encore faite au Bénin. Et cette filière que tu veux lancer qui n'est pas encore faite au Bénin, c'est une nouvelle filière. Tu déposes, comme tu suis l'itinéraire technique que j'ai dit décrit, l'autorisation de cas de vie, après ça aussi l'autorisation de création, ils vont visiter la parcelle, et puis donc tu vas déposer le dossier de prise de connaissance, tout ça là. Et à l'étape d'ouverture maintenant, tu vas déposer, tu soumets un programme que le va vérifier. Et après, si tu as la chance, tu as loqué, tu vas l'exécuter. Donc, par rapport à la formation professionnelle, on a encore ce champ libre où chacun peut proposer un programme. L'État va vérifier le programme avec toi et te donne l'accès de pouvoir commencer par l'exécuter. Mais attention, il n'a d'examen que dans les filières dans lesquelles l'État reconnaît officiellement. Les filières qui développent un programme officiel, l'État pourra organiser dans ces filières. Dans les filières qui n'ont pas de programme officiel, l'État n'aura pas d'examen dans ces filières. Donc, c'est à toi de développer à la fin de la formation un AQP. Attestation de qualification professionnelle à tes apprenants. Voilà, mais comprenez que même par là, vous payez 100 000 francs par filière. Si je veux créer une 100% maintenant, je vais faire la formation peut-être en électricité. Si je demande l'autorisation en électricité, je paie 100 francs pour l'électricité. Plomberie, 100 000 francs. Et carrelage, 100 000 francs. Et comme ça, j'aurai les papiers, j'aurai l'autorisation qu'il faut en son temps. À la fin de la formation chez moi, l'enfant aura forcément peut-être un AQP, une attestation de fin de formation chez moi. Si la formation que je dispense est prise en compte dans la nomenclature des métiers des artisans reconnus au Bénin, alors je pourrais présenter l'enfant au CQP et au CQM. Si ce n'est pas le cas, l'enfant s'arrête seulement sur sentir seulement son intégration qu'il a prise dans mon école. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport au centre professionnel et à la création d'une école. L'autre point, c'est comment organiser la comptabilité d'une école. C'est un point crucial. Mais avant ça, comme tu vas dire sur ton écran déjà, tu as déjà sur ton écran encore les conditions de création qui passent déjà. Tu voudras bien lire, prendre note pour voir véritablement étape par étape les papiers à fournir pour avoir l'autorisation de son école. Et n'oubliez pas, quand tu décides de créer une école, c'est que tu sais dans quoi tu t'es mis et tu sais pour ce pourquoi tu le fais. Mais j'ai parlé de tout ça, mais j'ai oublié l'aspect. Je peux aussi vouloir créer une école et ne pas forcément avoir une parcelle, soit louer la parcelle, soit louer l'immeuble. Dans le même cas aussi, quand tu identifies l'immeuble, tu vas inviter d'abord. Parce que quand tu identifies l'immeuble, tu n'as plus besoin d'adresser un courrier à l'autorité de cadre de vie. Tu as seulement écrit pour demander une demande de création. Tu as un projet de création d'une école. Ils passeront voir l'immeuble si ça respecte les plans, les normes en vigueur en termes de salles de cours au Bénin. Et après, ils vont maintenant te donner le OK. Après ça, tu vas demander une attestation de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, maintenant, tu vas essayer de déposer les dossiers, d'enseigner, de diriger les papiers qu'il faut, tout ce qu'il faut, comme tu as déjà vu sur l'écran, pour pouvoir avoir une autorisation. Donc, on peut abriter, on peut créer une école sans pourtant forcément être propriétaire de la parcelle, sans pourtant construire une maison, mais peut-être louer. Dans ce cas, dans les contrats, dans les PSA, pour l'autorisation d'ouverture, il te faut aussi le contrat de bail, dûment signé par toi et puis le promoteur. Et ceci doit avoir au moins une durée au moins minimum de 3 ans, sinon 5 ans. Voilà les démarches à mener pour créer son école. Et il faut savoir aussi que les frais d'autorisation d'enseigner par enseignant, quand tu déposes leur dossier pour eux, c'est 8 000 francs. Pour diriger, c'est 30 000 francs. Et pour création d'une filière, c'est 100 000 francs. Extension, c'est 20 000 francs. Voilà les pièces à connaître. Et ces montants sont à payer au trésor, dans un compte indiqué pour la cause. Et ces comptes sont bien connus. Et ces comptes
varie d'un département à un autre. Le commun des comptes, le compte qu'on connaissait très bien, c'est le compte 46 618. Maintenant, désormais, depuis quelques temps, chaque département a son compte. Tu voudras bien te rapprocher de la direction départementale de l'enseignement secondaire, technique et professionnel de ta localité, si tu es dans l'Atlantique, littoral, ou mes plateaux, etc., pour pouvoir savoir, avoir les papiers, le mot de compte. Et tout ceci, quand tu finis, tu déposes le dossier à cette direction. Donc, les dossiers seront déposés. Même la demande de création est adressée au ministre de l'enseignement concerné, mais attention à monsieur le directeur départemental de l'enseignement de temps en temps, si c'est maternelle, primaire ou bien secondaire ou bien supérieur, voyez-vous, et à ce titre, lui reçoit la lettre et il essaie d'instruire ses collaborateurs, ils vont passer pour voir le domaine. Donc à la fin aussi, pour l'occasion d'ouverture, c'est à leur niveau que tu déposes les dossiers pour pouvoir avoir aussi ton autorisation. Après, bel et bien une consultation suite au Conseil national d'éducation. Voilà un peu. Laissez-moi vous dire aussi que depuis quelques années aussi au Bénin, nous avons un Conseil national d'éducation qui est l'organe suprême et qui contient les trois ordres, l'enseignement maternel primaire, secondaire, technique professionnelle et l'enseignement supérieur. Donc désormais, c'est les trois, on a un Conseil national d'éducation au Bénin, mais malgré ça, pour pouvoir déposer le dossier, tu déposes le dossier dans les directions départementales de ta localité. Alors, nous allons maintenant parler de comment organiser la conduite d'une école. Bon, vous savez, les gens pensent que l'école, bon, c'est un lieu, un haut lieu du savoir. On forme même les comptables dans l'école à travers la filière G2. On forme même les secrétaires comptables à travers la formation professionnelle. On forme les gens, même les auxiliaires. Mais cette formation que nous donnons, qui est à la fois théorique et pratique, des fois, on pense que l'école est exclue de ça. Erreur. J'ai une école, je dois aussi installer les 6 fonctions décrites par l'économiste français Henri Fayol. Vous savez, depuis des années avant notre naissance, l'économiste français Henri Fayol a dit qu'une entité doit avoir 6 fonctions. La fonction administrative, la fonction de sécurité sociale, la fonction financière, la fonction commerciale, la fonction technique, la fonction économique. Alors, donc quand tu as une école, tu dois aussi avoir dans cette école qui est une entité après tout, ces 6 fonctions. Donc, on doit aussi avoir dans une école la fonction comptabilité. Vous savez, nous sommes à une ère où les écoles ont un problème de recouvrement. Et aussi, ils ont un problème de gestion. C'est vrai, on forme les gens, même en finance dans les écoles, mais les écoles aussi sont aussi de mauvais élèves dans le cas d'application de ces principes que nous enseignons. Alors, désormais, l'école moderne, l'école actuelle, toi qui veux créer ton école, tu dois penser installer les 6 fonctions. Tu dois avoir une administration au point et que tu dois déclarer. Tu dois déclarer ton administration, déclarer le censeur, le surveillant, la secrétaire, tout doit être déclaré à la caisse dans la sécurité sociale. Voyez-vous, parce que c'est ça les bases même de la comptabilité. Tu dois déclarer les gens, avoir un bon comptable, quelqu'un qui s'y connaît réellement. Mais toi-même en tant que promoteur, si tu as des compétences, tu mets ça au service de l'entreprise, de ton école. Et après ça, tu fais recours à des compétences externes qui vont t'aider. Tu les recrutes, tu valorises leur talent. Tu sais, quand tu prends des gens que tu ne déclares pas, la coutume c'est quoi? On déclare seulement sa femme et on laisse les autres. Non. On doit aussi déclarer le personnel. C'est une confiance que tu as en eux. Et quand ils vont mal faire, tu pourras sanctionner. Tu pourras même agir. Donc, l'école doit avoir une comptabilité. Donc, je dois avoir les 6 fonctions dans mon école. Je dois avoir l'administration, je dois avoir un comptable, je dois avoir la fonction commerciale, parce qu'aujourd'hui, je dois aussi savoir aussi me mettre sur le marché. Ça va positionner mes flyers, ça va faire mes bâches, bien que tu as aussi des impôts à payer par rapport à ça à la mairie. Ça va dimensionner mes bâches, ça va communiquer sur mon école. Je dois avoir une chaîne YouTube sur mon école aussi. Je dois avoir même une page Facebook. Je dois communiquer la fonction commerciale. Je dois savoir vendre les produits aux parents, aux futurs clients, aux tuteurs. Voyez-vous. Donc, ces 6 fonctions sont essentielles pour l'école aussi. Mais je veux parler de la fonction comptable. Aujourd'hui, maintenant, il est obligatoire pour une école d'avoir tout au moins un comptable. Un assistant comptable, peu importe le nom de la personne, quelqu'un qui tient la comptabilité. Désormais, à travers, depuis le nouveau code général des impôts voté au Bénin le mercredi passé, toute école doit payer ce qu'on appelle l'IS, qui est de 25%. Le TPS est désormais réservé pour les personnes physiques. Ça dit quoi? Vous devez avoir un comptable dans votre école. Vous devez avoir des classeurs. Et des classeurs où vous classez les états des paiements des salaires des enseignants vacataires ou les enseignants permanents, le personnel de votre école là. Vous devez avoir un comptable pour classer les pièces comptables.
Vous devez avoir un classeur pour classer tout ce qui est documents officiels, autorisation, IFI, tout. Et c'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Et après avoir un comptable qui tient au jour le jour la comptabilité de votre école. Il n'y a plus de dépenses sans preuve, même si le fondé même vient. Attention, il y a une nuance entre le fondé de l'école et aussi l'école. L'école désormais est une personne morale. Le fondé est chef d'entreprise. Lui-même doit avoir un salaire et doit laisser l'école respirer. Si en temps, ce qu'on faisait, ce qu'on voyait dans le passé, où le fondé mélange sa poche personnelle avec la poche de l'entreprise, avec la poche de l'école, c'est fini ça. S'il fait ça, il sera redressé. Il doit avoir un comptable qui définit lui-même peut-être un salaire pour lui-même et qui essaie de tenir compte, déclare ces personnes qui déclarent avec lui, paie les différents tâches qu'il faut payer, les évaluer. Tout ce qui est dépense doit avoir une preuve, doit avoir une source et être classé dans le classeur réservé pour ça. Comme ça, à la fin de l'année, on doit élaborer l'état financier qu'on appelle généralement le bilan. Pour le bilan, on doit évaluer les charges. Attention, dans l'année, durant l'année scolaire, nous avons eu comme charge 800 000 francs comme charge. Attention, nous avons eu comme produit, encaissement des frais d'écolage. Nous avons eu comme produit peut-être la vente des tenues de sport, comme produit la vente des tenues qu'on appelle les t-shirts, uniformes. Tout ce qui a été non scolaire, nous avons eu comme tout ça évalué 1 million. Donc ça dit clairement que l'école a gagné là 1 million moins 800 000 francs comme charge, 200 000 francs. Et l'État prélèvera, vous allez payer à l'État 25% de votre résultat à l'État. Ça, c'est voté la dernière fois. Il n'y a plus de débat sur ça. Voyez-vous, le peuple, le représentant du peuple a voté ça. Ça dit quoi? Désormais, si tu n'as pas une comptabilité et qui va essayer d'élaborer véritablement tes charges et avoir des preuves pour ça, tu peux avoir comme produit total, c'est que tu peux encaisser pour l'écolage peut-être 1 million, uniforme 2 millions et la somme peut faire peut-être 10 millions. Si tu n'as pas assez de charges, quand on va faire la différence entre les produits, donc tes encaissements moins tes charges, ça sera colossal comme résultat et tu payes beaucoup d'impôts. Donc il est normal, je n'encourage pas les gens à ne pas payer d'impôts, mais il est normal que pour ne pas être peut-être tassé à tort ou à travers, il est normal que tu aies une comptabilité qui tient tout. Tout ce que tu achètes là, même la craie de 100 francs, on doit avoir une preuve. Les enseignants qui font cours là doivent te devenir facture normalisée, doivent te justifier des choses. Hein? Tu dois collecter la de chez eux, reverser. Tout ceci, c'est pour la bonne marche de l'école. Parce que quand on crée une école, c'est comme si on a créé une entité qui est appelée à vivre pour 49 ans. Donc, c'est la fin maintenant de la pagaille. Il faut maintenant installer une bonne comptable dans ton école pour espérer avoir des jours meilleurs. Sinon, vous serez redressé. Il y a ce qu'on appelle la tâche d'office. Et comme ça, tu risques de fermer. Donc, voilà ce que je tiens à te dire. Nous organisons une formation pour ceux qui ont des secrétaires comptables, ceux qui veulent renforcer leur secrétaire comptable. Quels sont les impôts auxquels les écoles sont soumises actuellement au Bénin? D'après l'ancien code, le nouveau code qui est voté récemment, il y a une formation qui est en cours. Tu nous appelles, on va former ton personnel pour toi et tu seras vraiment parfait des choses. Voilà ce que tu as dit. Nous allons maintenant aller sur le 5e point, qui est quoi? Les obligations réglementaires d'une école. Oui, tu as créé, tu as tout fait, tu as reçu l'autorisation. Tu as des autorisations, des démarches à mener encore. Quelles sont ces démarches-là? La première des choses, quand tu obtiens l'autorisation, et peut-être que avant que l'autorisation n'arrive, tu as lancer les choses. Tu as commencé l'année. Parce que d'habitude au Bénin, on commence l'année avant qu'on obtienne l'autorisation. Mais je crois que c'est corrigé maintenant. Le CNE a fait un travail louable dans ce sens. Désormais au Bénin, les autorisations sortiront au plus grand temps dans le mois de juin. Désormais au Bénin, les autorisations sortiront au plus grand temps dans le mois de juin pour permettre aux écoles de préparer la rentrée, pour que les parents sachent vraiment les écoles qui sont autorisées, les écoles fantômes. Donc les arguments où on n'a pas les autorisations devant les écoles, on dit que c'est en cours, je crois que le conseil d'éducation, à travers son organe, son conseil, ses conseillers, ont mis fin à cette pagaille-là. Désormais au Bénin, vous disposez, pour créer une école, vous avez jusqu'au 31 décembre pour créer votre école, pour dévoiler les papiers de votre école. Et après, jusqu'au fin du mois de juin, ils vont étudier, donner les résultats, ceux qui sont autorisés vont autoriser pour le compte de l'année qui suit. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Donc déjà, une fois l'autorisation obtenue maintenant, tu as l'arrêté comme ça, tu as les papiers d'autorisation, tu voudras bien faire une copie de ça. Mets ça classer ça dans les pièces ouvertes de ton école, laisser ça dans l'administration,
Désormais, tous tes flyers, tes badges, on a le niveau de façon claire et nette. Tu iras maintenant à la direction générale des impôts et demander maintenant l'IFI de ton école. Donc tu donnes maintenant l'arrêté, tu fais une copie de l'arrêté, tu fais une copie de, si c'est une association, vous allez faire une copie de vos pièces aussi, de votre récépissé d'autorisation d'association, si c'est une ONG, les papiers de officiels de l'ONG, l'IFI du président de l'ONG, des responsables de l'ONG, vous allez maintenant ajouter à ça l'arrêté de l'école, vous êtes déposé à la direction des impôts, qui est sur la voie de l'aéroport, derrière le trésor, vous déposez ça là, et en une semaine au plus tard, vous avez l'IFI de l'école. Parce que l'école aussi est une personne morale et doit avoir son IFI. Donc si tu es seul à créer ton école, tu prends ton IFI seul que tu as, tu vas maintenant prendre ton IFI, tu vas prendre l'arrêté que tu as reçu, tu ajoutes à ça maintenant la déclaration de résidence, tu ajoutes à ça aussi la copie de ta carte nationale d'identité, tu te rends maintenant à DGI, bureau 23, et tu vas essayer maintenant de déposer ton dossier officiellement, tu mets sur ça l'école temps. Dans une chemise bleue, tu mets ça dedans, tu mets le nom de l'école et date de création et enseignement dans ce que tu fais. Et tu déposes et après maintenant, tu passeras ou bien on va t'envoyer dans ta boîte électronique de l'école, l'IFI de l'école. Et l'IFI là sera transparent, sera transcrit dans tous les documents officiels de l'école. C'est que l'école existe vraiment, les impôts qu'on a à l'école. Alors du coup, après ça, n'oubliez pas que dans les pièces à fournir pour l'autorisation de voiture, il est mis l'engagement du directeur fondateur, l'engagement de transmettre chaque fin d'année les statistiques, l'engagement d'autoriser les autorités à venir contrôler les enfants. Donc beaucoup, des fois, ils ignorent ces engagements qu'ils ont pris et du coup, c'est à l'État même de rançonner. Cette année, ils ont déjà lancé plus de 3 fois déjà le dépôt des statistiques. Or, on a déjà pris cet engagement dans les pièces à fournir. Donc je crois que l'une des obligations réglementaires des écoles, c'est de déposer à la fin de chaque année le rapport d'activité, de déposer à la fin de chaque année les statistiques des inscrits, de ceux qui ont abonné, les enseignants, tout ça là, et d'être à jour vis-à-vis de ces pièces-là. Voilà les obligations réglementaires de l'école. Et aussi avoir son IFU. Quand on quitte les obligations réglementaires, le 6e point c'est quoi? Quelles sont les obligations fiscales des écoles? Et ça, c'est ça même le vif du sujet que nous avons abordé. Vous savez, fini le temps où les écoles ne payaient pas d'impôts. L'État actuel, malheureusement ou bien heureusement, a trouvé utile, juge utile que les écoles doivent contribuer au développement du pays. Ce qui n'a jamais refusé. Peut-être que c'est le taux auquel on les soumet qui des fois dépasse le taux des sociétés commerciales, qui des fois dépasse le taux des sociétés industrielles qui n'acceptent pas dans leur majorité. Donc aujourd'hui au Bénin, quels sont les impôts auxquels les écoles sont soumises au Bénin? D'abord, quand tu as ton école, j'ai dit que tu dois avoir les filles de l'école. Désormais, au Bénin, de façon claire, tu es assujetti à l'IS 25% de ton résultat. Donc on calcule, le comptable dépose l'état financier, le bilan, on va voir le résultat que tu as dégagé durant l'année, et après ça maintenant, dans ce résultat maintenant là, tu vas payer 25%. Donc vous avez jusqu'au 31 août, Code général des impôts nouveau, voté mercredi passé, jusqu'au 31 août pour déposer le bilan. Donc les écoles ont maintenant un registre spécial. Ce n'est pas forcément les 12 mois à l'année, les 6 comptables qui partent de janvier jusqu'en décembre, non. Mais déjà au 31 août, les écoles doivent déposer le bilan. Et on va voir, et vous allez payer 25 de vos résultats. Alors, donc, naturellement, l'impôt numéro 1 auquel les écoles sont soumises, c'est quoi? C'est l'impôt sur le bénéfice. Voyez-vous? Donc, vous payez 25 de votre bénéfice d'office. Deuxième type d'impôt, l'école doit déclarer le personnel enseignant permanent et les enseignants pas vacataires, les enseignants, le personnel administratif. Donc, vous payez régulièrement la caisse, les dus au niveau de la caisse d'enseignement social, vous payez ça. Après ça aussi, l'école aussi doit facturer la TVA sur les activités non scolaires. Je m'explique très bien. La TVA sur les activités non scolaires. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Alors nous parlons, vous devez forcément avoir une facture normalisée. Vous devez forcément avoir une facture normalisée. Les démarches sont en cours. Le patronat a introduit des requêtes pour une moratoire de 2 ans. Finalement, malheureusement, la direction générale des impôts a accordé une moratoire de 2 mois qui venait à terme le 31 novembre passé. C'est le 30 novembre passé.
Donc, ça veut dire que les écoles doivent forcément tenir maintenant, doivent forcément maintenant faire quoi avoir une facture normalisée. Ça peut changer demain. Parce que c'est toujours en cours, les négociations sont toujours en cours. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que sur les frais d'écolage, vous dérivez aux parents une facture normalisée, mais qui ne prend pas en compte la TVA. Et il n'y a pas la TVA sur les frais d'écolage, sur la scolarité que les parents paient. Mais les activités non scolaires, à savoir quoi? Les frais que les écoles font. Les frais de vente de tenues de sport, uniformes. Toutes ces activités non scolaires, vous devez prélever la TVA sur ça et reverser. Donc, après l'impôt sur le bénéfice là, vous devez maintenant quoi? Collecter la TVA sur les activités non scolaires. La vente des tenues de sport, la vente des fournitures scolaires. Il y a des écoles qui ont une boutique à côté, ils vendent un peu de tout. Vous devez collecter la TVA sur ça et reverser à l'État. Après ça aussi, l'école doit aussi collecter l'AIB sur les enseignants vacataires. L'AIB, si l'enseignant a son numéro UFU, c'est seulement 1%. S'il n'a pas l'UFU, c'est 5%. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, l'UFU, c'est à moins de 24 heures, on obtient ça. Donc, tout enseignant vacataire doit avoir son UFU. Parce qu'en réalité, l'AIB qu'on collecte, qu'on prend chez l'enseignant vacataire et que l'école est censée verser dans les comptes de CIP ou bien de DGE, est un acompte pour l'enseignant vacataire. Désormais au Bénin, d'après le nouveau code général des impôts, toute personne physique est assujettie d'abord au TPS. La TPS est pour les personnes physiques. Et non seulement ça aussi, les enseignants doivent fournir une facture normalisée pour leurs prestations. C'est vrai, quand le montant dépasse 100 000 francs, mais quel enseignant va faire un cours pendant 3 mois et ne pas dépasser 100 000 francs? Donc, tout enseignant doit donner une facture normalisée. Et après, l'enseignant aussi va payer sur quoi? L'impôt sur les bénéfices d'affaires, IBA, qui est un nouveau impôt créé après le code général des impôts qu'on a voté le mercredi passé. Voyez-vous. Et quand on dit mercredi passé, c'est quoi? C'était le mercredi 8 décembre 2021. Voyez-vous. Donc, du coup, l'enseignant, les personnes physiques, les consultants, les enseignants vacataires, les prestataires en un mot, sont assujettis à un nouveau impôt qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices, impôt sur les bénéfices des affaires. Maintenant, si l'école collecte l'AIB sur toi et qu'il verse, c'est déjà un acompte pour toi pour cet impôt. Donc, à la fin de l'année, on va vraiment évaluer ce que tu as. On va vouloir te calculer l'impôt là sur tes affaires que tu as réalisées. Parce qu'on a vu que tu émets chaque fois des factures normalisées. Tu as un compte MSF, tu émets chaque fois des factures normalisées. Tu as déjà, dans une année, tu as déjà mis jusqu'à 2 millions, je ne sais n'importe quoi, comme montant global de factures normalisées. Et il y a un impôt que tu as payé sur ça, qu'on appelle l'impôt sur le bénéfice des affaires. Si l'impôt là, peut-être on calcule, ça correspond à 200 000 francs, on va voir les acomptes que les écoles, les gens ont payé. Là où tu as fait des prestations, l'acompte qu'on a payé en ton nom, on va voir les acomptes qu'ils ont payé en ton nom. Et tu retiens ça dans l'impôt sur l'IBA. Donc, désormais, les enseignants vacataires ou les prestataires doivent veiller à ce que les écoles déclarent, vraiment reverser à l'État les AIB qu'on collecte sur eux. Parce que c'est un acompte pour eux sur l'impôt sur le des affaires. En temps, les prestataires payaient ça, mais ce n'était pas pris en compte réellement. Donc on ne pouvait même pas contrôler réellement si c'est payé ou pas. Mais désormais, le code des impôts est clair. Toute personne physique au Bénin, consultant, prestataire, est assujetti à ce qu'on appelle l'impôt sur les bénéfices des affaires. Du coup, s'il fait des prestations partout, on lui prélevait l'AIB. Ces AIB deviennent des acomptes pour lui. Ces acomptes maintenant, il va faire valoir ça lors de cet paiement de cet impôt. Si c'est qu'on a calculé tout, il devait payer 200 000 francs. On va voir les acomptes qu'il avait, c'est-à-dire la somme des AIB qu'on a collecté en son nom au niveau des impôts et voir la différence. Il va payer seulement la différence. Voilà un peu ça. Donc, voilà les impôts auxquels les écoles sont assujetties. Donc, j'ai déjà énuméré 3 types d'impôts que les écoles sont assujetties. J'ai parlé de l'impôt sur le bénéfice, la TVA sur l'activité non scolaire. J'ai parlé aussi de l'impôt de l'AIB que l'État doit prélever. Il faut maintenant parler aussi quoi? Je vous informe qu'on est exonéré de la patente. Il y a maintenant ce qu'on appelle la TAF sur l'activité financière. Vous avez votre numéro de votre attention, vous devez avoir un compte en banque pour votre école. Parce que vous ne pouvez pas traîner chez vous à la maison beaucoup d'argent. Vous avez un compte en banque. La banque va prélever ce qu'on appelle la taxe sur l'activité financière. Donc, c'est un impôt auquel les écoles sont soumises également. Les écoles aussi sont soumises aussi à ce qu'on appelle la taxe sur le prélèvement des ordures. Donc, vous avez payé aussi ça. Vous êtes aussi assuré. Les écoles sont aussi assurées aussi aux taxes sur la télévision, taxe de prélèvement sur le WTB, la radio et télévision du WTB. Vous avez payé aussi l'impôt là. L'école doit aussi
retirer, enlever du salaire de ces employés les RPTS et envoyer ça à l'État. Voyez-vous. Donc, en plus de ça, il y a la taxe sur le foncier bâti. Si l'école, le siège, là où le bâtiment de l'école est érigé, appartient au fondé et que le fondé, il est dit clairement que la convention, c'est pour le fondé, la parcelle, alors le fondé ou la fondatrice doit payer à elle de payer l'impôt sur le foncier bâti. Maintenant, si c'est une acte de donation que le fondé a fait à l'école, c'est dans le patrimoine de l'école, alors vous êtes exonéré de cet impôt. Voyez-vous, donc il est important d'avoir un bon système comptable et de savoir, de faire former son comptable sur les impôts auxquels l'école sont assujettis et être en règle pour ne pas être redressé. Parce que je crois que juste après la fête, il y aura vraiment une chasse contre les écoles parce que les écoles sont trop et l'État voulait désormais qu'ils se contribuent vraiment au dépens du pays. Donc je crois que voilà les impôts auxquels les écoles sont soumis. Vous devez vraiment tout faire pour être mettre à jour, pour être vraiment au parfum des choses. Et même les actionnaires, quand c'est une association, un ensemble de personnes qui ont créé l'école, il y a des prélèvements même que l'école doit enlever, qu'on appelle les RPP, RCM, qu'on doit collecter sur les dividendes et verser à l'État. Voyez-vous. Donc, vous voyez déjà sur votre écran déjà, tout ce que j'ai cité comme impôt s'affiche encore sur votre écran, que vous voyez déjà en live. Voilà l'éducation fiscale des écoles. À part maintenant parler de l'éducation sociale des écoles. Et avant d'aller vraiment sur ce sujet, je vais vous dire que si vous avez peut-être envie de faire une école, vous êtes dans la zone de Toba, vous êtes dans la zone de Zobadje, vous avez envie de faire une école, sachez que les palmiers, ce qui est derrière nous, comme vous voyez, les palmiers, c'est un lycée, c'est un centre de formation est prêt à vous accueillir dans les filières telles que la MEV, métier de mode de vêtements. Si vous êtes parent monsieur en ce moment, vous avez envie peut-être d'inscrire vos enfants dans un lycée sûr, ou un lycée qui forme les enfants dans l'avenir, faites confiance à les palmiers. Les palmiers est dans l'arrondissement de Toba, précisément dans le village de Ouéga. Nous sommes installés là depuis déjà 2 ans et nous accompagnons les parents dans les nouvelles filières, les formations techniques professionnelles, même l'enseignement en général. Donc faites-nous confiance. Vous pouvez aussi vous rapprocher de notre site qui est à Zobadje pour vous former, pour avoir vraiment une bonne formation pour les enfants. Et alors nous parlons toute inscription jusqu'au 15 janvier donne droit à un agenda. Donc si vous voulez faire la formation professionnelle en agro-business, en agriculture hors sol, en élevage d'escargots, toutes ces formations sont dispensées au niveau du centre de formation Les Palmiers. Ouais, vous donc faites-nous confiance et vous pouvez aussi avoir des formations de qualité. Mes amis, nous allons poursuivre encore dans le sujet. Quelles sont les obligations sociales des écoles? Alors, les écoles aussi sont assujetties à une obligation sociale. Ça dit quoi? L'école doit régulièrement payer la quote-part sociale, déclarer ses employés à la caisse de sécurité sociale, payer les indemnités, si possible, assurer même ses employés pour les accompagner. L'école aussi doit participer lors des journées récréatives, accompagner les enfants en faisant des cadeaux, dans la restauration, pour l'ambiance. Voyez-vous, tout ça, ça y va de la bonne image de l'entité, de l'entreprise qu'est l'école. Voyez-vous, nous n'allons pas de tout ça là, nous n'allons pas ignorer aussi les enseignants des écoles, ceux qui font si tant pour que l'école soit école. Parce qu'une école, c'est avant tout l'enseignant. Si l'enseignement est différent dans l'école, l'école est à l'eau. Donc vous devez tout faire et avoir ou faire ou pousser vos enseignants à avoir une autorisation d'enseigner. Et les PSA fournis sont bien connus. Et ça fait sur votre écran. Les frais à payer pour l'avoir, c'est 8 000 francs. Vous devez déposer ça. Chaque enseignant doit avoir besoin d'enseigner. Et comme ça, même les directeurs des écoles doivent avoir l'autorisation de diriger. Et l'enseignant doit, s'il est vacataire, il doit s'assurer que son AIB est prélevé et versé. Et il doit s'attendre aussi à payer après l'impôt l'IBA. Voilà ça. L'enseignant doit être correct et faire bien son cours. Et dire à tout le monde que l'enseignant doit payer une facture normalisée pour la bonne marche de l'école. Mes amis, merci beaucoup, c'est Franck Caroussien. Je suis 1229 87 85 85 12 97 96 85 12 97. Merci. Juste partager avec vous quelques points d'homme sur les écoles. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, rendez-vous au sommet. À très vite.